particulièrement heureux d'accueillir Mariatou Mbaye, parce qu'on ne va pas l'appeler, je l'ai dit, on ne va pas l'appeler Ken Bougoul, puisqu'elle n'est pas personne, et personne ne la voudrait. Alors il y a plein de monde qui la veut. D'abord, nous, on vous veut. Ah, ça, c'est important. Hein. Qu'on vous veuille à l'Institut français, je pense que d'abord, on peut l'applaudir pour lui dire très clairement qu'on la veut. Bon, je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls à vous vouloir. Je pense que le chemin de sable vous veut. Le baobab qui en a fini d'être fou vous veut aussi. Je pense que la pièce d'or vous veut aussi. Je pense que, ma préférée, très honnêtement, la rue Félix-Faure, parce que ça ne s'invente pas, vous veut. Et on est évidemment tous très heureux de vous accueillir. Alors, on est ce mois-ci, Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre. On l'applaudit. Il n'est pas dans une tenue ministérielle, moi non plus. On est très heureux, merci. Comment ça va? Professeur. Comment ça va? Bon, vous voyez bien que beaucoup de monde la veulent. Hein. Vous avez remarqué, hein? On est encore une fois aujourd'hui pour un temps fort de cette saison de la francophonie. Consacré au talent féminin francophone, puisque on a découvert des femmes dans leur dynamisme, leur créativité, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient chercheuses, et évidemment qu'elles soient artistes. Donc encore une fois, c'est aujourd'hui un moment important pour nous, et on est encore une fois à la fois honoré, avec un grand plaisir de vous avoir. Alors, d'abord, je voudrais remercier tout particulièrement celui qui nous a accompagnés dans cette invitation, Florent Coisotti. Je vous demande de l'applaudir. Florent, c'est un très bon choix. Alors, je vais te dire, pardonnez-moi, je n'ai pas d'abord été sensible à la dimension des luttes féminines. Je sais que d'autres seront beaucoup mieux qualifiés pour en parler, mais je pense que vous avez un rapport aux langues qui est absolument exceptionnel. Je crois que c'est d'une très grande originalité. J'ai été particulièrement sensible à tout ce que vous dites et tout ce que vous écrivez sur la langue, qui est à la fois cette langue personnelle. Vous avez dit « je me suis fabriqué moi-même ». Alors ça pourrait être du Simone de Beauvoir, mais vous avez dit « je me suis fabriqué ma langue ». Cette langue qui est une langue faite d'émotions, de la mer absente, des mots qu'il faut trouver. Cette langue aussi de l'école française. Vous ne dites pas la langue française, vous dites la langue de l'école française, qui est une langue de l'appropriation, de découverte, où à la fois vous allez être dans une terre d'ouverture, vous allez pouvoir dire ce que vous ne pouviez pas dire, pour les raisons qu'on comprend, à la fois l'absence de la langue de la mer, mais aussi tout ce qui est lié à la culture qui fait que vous ne pouviez pas dire. Et puis il y a cette langue profonde qui est extrêmement émotionnelle, qui est aussi la place du Wolof, c'est aussi les odeurs, les sons, les griots, les musiciens, tout ce rapport à la langue. Vous dites, j'écris, alors je voudrais citer une des plus belles, je dirais une des plus fortes réflexions que j'ai entendues sur le français, qui dit j'écris en français avec les mots de mon village. Je trouve que c'est absolument exceptionnel. Je veux dire, être capable d'écrire en français avec les mots de son village, c'est véritablement être dans une capacité de recréation de la langue qui est totalement éblouissante. Donc j'aimerais bien, si j'ai une requête à faire au Présidium, c'est aussi de prendre en compte cette place du style qui est absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas terminer en sifflotant un blues, comme un de vos personnages, mais le blues y est. Et en tout cas, on vous remercie. On remercie à chacun de vous d'être présent et d'animer ce panel. Merci. Merci beaucoup. On va applaudir Jean-Michel Kasparian, directeur de l'Institut français. Soyez les bienvenus à l'Institut français. Et le mois de la francophonie, nous recevons pour vous cet après-midi l'une des auteurs les plus majeurs de notre littérature, Mariatou Mbaye, connue sous le nom de Ken Bougoul. Soyez les bienvenus. Autour de cette table, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés M. Maouyon Kapo,
M. Maouyon Kakpo, qui est en même temps écrivain et critique littéraire. M. Maouyon Kakpo est le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Monsieur le professeur, soyez les bienvenus et surtout merci d'avoir répondu présent à cet appel. De l'autre côté de la table, une dame, une femme peut en cacher une autre, Gisèle Touty, activiste littéraire. Elle tient une bibliothèque mobile. Elle est aussi romancière. Elle écrit surtout à ses heures perdues. Et son premier titre, c'est Condoléances, mes sincères condoléances, publié en 2016. Et elle vient de boucler une anthologie sur 10 femmes écrivaines au Bénin autour de la thématique Histoire de femmes. Gisèle Touty, soyez les bienvenus et merci surtout d'avoir répondu à cet appel. Alors, avant de donner la parole d'abord au ministre, en tant que spécialiste, pour son regard de critique littéraire, et surtout spécialiste de Ken Bougoul, pour avoir produit une série d'articles scientifiques sur l'œuvre de Ken Bougoul, je vais donner la parole à Gisèle Touty de nous dire, parce qu'on ne va pas oser dire qu'on va présenter Ken Bougoul, ça va nous prendre 2 jours, voire 3 jours. On va juste dire un mot sur Ken Bougoul, et donc je te laisse le micro. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Gisèle Ayaba Touty. Je suis écrivaine et entrepreneuse culturelle au Bénin. Alors, Marietou Mbaye Bileoma, bonjour. Bonjour. Vous êtes une véritable icône de la littérature africaine au féminin. Vous êtes une romancière sénégalaise, récompensée à de multiples reprises. Donc, vous avez notamment reçu donc, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1999. Et vous avez reçu également la médaille d'officier de l'Ordre français des arts et des lettres en 2012. Alors, vous avez écrit une dizaine de romans et choisi de signer vos œuvres avec le pseudonyme de Ken Bougoul, alors qui signifie en langue wolof celle dont personne ne veut, pas même la mort. Alors c'est un nom qui au Sénégal est donné au nouveau-né dont la mère a fait plusieurs fausses couches pour conjurer le sort. Vous êtes une voix importante pour les femmes, et particulièrement pour les femmes africaines. Donc vous faites partie des écrivaines africaines qui ont donné à une multitude de femmes une voix, pendant que le monde se contentait de les ignorer ou de les caricaturer. En cela, vous êtes une héroïne pour nous. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, vous assumez totalement d'être à la fois auteur, narratrice et personnage de vos écrits. Donc, vous écrivez pour évacuer un trop-plein de souffrance. Vous partagez avec vos lecteurs vos tourments intimes. Vous avez raconté vos blessures d'enfance, vos rapports familiaux complexes, notamment avec votre mère. Vous avez décrit votre parcours migratoire entre le Sénégal, la Belgique et la France. Et vous avez également partagé avec nous votre expérience du retour en Afrique. Nous retrouvons dans vos écrits des thèmes phares comme l'aliénation culturelle, la quête identitaire, la condition de la femme. Mais vous avez également abordé des thèmes rarement traités en littérature, comme par exemple le deuil, dans votre magnifique roman « De l'autre côté du regard », mon préféré. Alors, vous êtes une grande source d'inspiration pour toutes les femmes et nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir à l'Institut français du Bénin. Voilà donc, présentation de Gisèle Touty. Merci. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du débat. Je vais donner la parole à M. Maouyon Kakpo. Quelle lecture peut-on faire de façon scientifique de votre regard de critique littéraire de l'œuvre? Quand je dis l'œuvre, c'est l'ensemble de l'œuvre de Ken Bougoul. Quelle lecture peut-on faire de l'œuvre de Ken Bougoul? Parce que tout à l'heure, Jean-Michel Kasbarian faisait allusion justement à la syntaxe, à cette langue qui se crée, qu'on se l'approprie. Quel regard peut-on porter sur l'œuvre de Ken Bougoul, professeur? Merci bien. Vous comprenez que c'est toujours avec joie et plaisir que je me mets à disposition pour parler, échanger, parler de Ken Bougoul, parler avec Ken Bougoul, échanger avec Ken Bougoul et parler aux autres
de Ken Bougoul. Toujours avec joie parce que l'œuvre qu'elle a pu nous offrir jusque-là est une œuvre qui nous parle tous les jours. Ken Bougoul, dans tout ce que j'ai pu écrire sur elle jusque-là, je l'ai toujours mentionnée comme étant un auteur ou une auteure béninoise. Et vous comprenez pourquoi elle ne peut pas nier cela. Jamais. Voilà. Je revendique. Elle ne peut pas le nier. Je ne souhaiterais pas, compte tenu du public que nous avons en face, que nous rentrions dans des spéculations scientifiques ou de critiques littéraires au sujet de l'œuvre de Ken Bougoul. Parce que je sais que le public que nous avons en face, la majorité de ce public, n'a peut-être pas pu s'approprier et lire l'œuvre de Ken Bougoul. Je sais, en voyant le public également, qu'il y a des spécialistes de Ken Bougoul aussi dans le public. Je vois le professeur Adrien Wanou, qui a pu écrire plusieurs articles sur Ken Bougoul. Je vois la professeure, c'est ça, non? Voilà, la professeure, voilà, Irène d'Almeida, qui a également écrit et fait écrire sur Ken Bougoul, parce que elle s'intéresse également à la problématique de la femme en littérature. Vous voyez, lorsque j'ai Ken Bougoul en face, je vois ce personnage qui lit tout ce qui touche, ce qui tombe sous ses yeux. Si je dis qu'il lit tout, les étiquettes sur les boîtes, les notices de médicaments, même les bouts de papier qu'elle ramasse dans la rue, tout ça, Ken Bougoul, c'est cela. C'est ce personnage qui lit tout cela. Et vous voyez que lorsque l'on a cette rage de lire, cela ne peut que se traduire par l'écriture que nous avons, par la production romanesque que nous avons. En réalité, lorsque vous regardez l'œuvre de Ken Bougoul et que vous partez de son nom d'auteur, qui est Ken Bougoul, dont on nous a parlé tout à l'heure, qui, dans la langue, est celle dont personne ne veut, et même pas la mort, nous sommes déjà inscrits dans la problématique, dans l'ère culturelle Adjatado, de ce que nous connaissons sous la forme de Abi-Iku. Abiku. Naître pour mourir. Et pour empêcher ce phénomène des enfants qui naissent et qui meurent et qui reviennent pour mourir encore, l'on donne à l'enfant qui naît, par l'intermédiaire d'un rituel bien approprié, un nom qui éloigne la mort de cet enfant. Ken Bougoul, celui dont personne ne veut, et même pas la mort, est donc cet enfant qui est né pour mourir, mais pour pouvoir l'empêcher de repartir, l'on lui donne ce nom pour éloigner la mort. Lorsque vous lisez l'œuvre de Ken Bougoul, et surtout les 3 premiers romans plus le 5e, c'est-à-dire le Baobab fou, Sainte Zébraise, Riwan le chemin de sable, et de l'autre côté du regard, qui est en réalité le livre qui clôt cette série d'écritures, vous comprenez que Ken Bougoul, en réalité, est dans ces 4 livres. À ce niveau-là, l'auteur parle d'une partie d'elle-même. Il y a une très grande part du moi de l'auteur dans ses œuvres, au point que
une certaine critique a pu parler d'autobiographie. En réalité, il s'agit d'une écriture intimiste qui permet à l'auteur de laisser une grande part d'elle-même dans ses œuvres. Lorsque nous nous inscrivons réellement sur le registre de l'autobiographie en tant que genre, nous ne pouvons pas, en regardant cette œuvre, la classer comme étant une autobiographie. Mais nous reconnaissons qu'il s'agit là d'une écriture intimiste. Au plan de l'écriture, c'est une écriture à ce niveau-là plus ou moins classique. Mais là où l'auteur brise le cycle de l'écriture, c'est bien entendu dans La folie et la mort, qui est une écriture, je vais dire, débridée, une écriture qui exprime toute la décadence de ce qui s'exprime et se manifeste dans notre société de l'époque, une écriture qui est l'expression même de tout ce que l'auteur a envie d'extirper d'elle-même pour pouvoir être. Mais les autres œuvres reviennent encore sur l'écriture plus ou moins classique, mais avec l'originalité, l'authenticité de l'auteur, qui est que l'on a l'impression d'écouter une parole et non l'impression d'être en train de lire quelque chose. En lisant l'œuvre, on se croit ou on a l'impression qu'on est en train d'entendre l'auteur parler. Vous n'avez pas oublié le long texte qui est une sorte de comptine au début de l'autre côté du regard, qui est l'introduction dans le genre de la littérature orale, qui nous introduit, ce texte-là qui nous introduit de plein pied dans les textes qui ont pu bercer notre enfance. Nous avons donc, avec cet auteur, l'expression et le désir de dire pour pouvoir être. Mais lorsque l'on considère l'ensemble de l'œuvre, nous avons comme l'impression que l'auteur s'inscrit dans la perspective d'une épreuve. L'épreuve considérée comme un chemin sur lequel vous vous mettez, avec des obstacles que vous êtes obligé de franchir pour aller jusqu'au bout. Je suis certain que la dizaine de romans que l'auteur a pu nous offrir jusque-là n'est pas encore l'aboutissement de l'épreuve. Le chemin continue et peut-être bientôt et très bientôt, nous aurons encore des merveilles que l'auteur va nous fournir. Ken Bougoul, naître pour mourir, mais la mort s'éloignera de nous de façon définitive. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Maouyon Kakpo. Et donc, se tenant justement à cette analyse de professeur Maouyon Kakpo, je vais poser la toute première question à Ken Bougoul. Dans Rimouane, nous avons vu les tranches de vie liées à la femme. Et dans Cacophonie, il y a Sali, cette narratrice aussi, qui revient sur la problématique de l'enfermement. Dans Baobab Fou, Kodou, qui est aussi une héroïne, toujours. Et donc, pourquoi prendre la femme comme thématique centrale dans le creux du récit? La plupart de vos récits, la femme parle pour s'exorciser,
pour mourir, comme dit le professeur, pour bien renaître. Pourquoi la femme comme thématique principale? Ken Bougoul. Bonsoir tout le monde. Merci encore à l'Institut français et à ses partenaires pour cette invitation ici au Bénin, à Cotonou. J'espère que la prochaine fois, ce sera à Porto Novo qu'on va faire la rencontre. Oui, c'est difficile parce qu'au départ, ce n'était pas la préoccupation, ce n'était pas de mettre la femme au centre de ce que j'écrivais. Mais il s'est fait que j'étais devenue une femme à un certain moment de ma vie et que comme j'écrivais pas de l'autobiographie, mais plutôt de... Parce qu'à l'époque, quand le Baobab Fou est sorti, on ne parlait pas d'autofiction, on parlait d'autobiographie. Mais en fait, c'était de l'autofiction. Parce que je n'ai pas utilisé un jeu comme ça. J'ai créé un personnage qui s'appelait Ken Bougoul. C'est l'héroïne qui s'appelle Ken Bougoul dans le Baobab Fou. Et qu'à travers elle, le processus même est très compliqué. Parce que Ken Bougoul, c'est une copine d'enfance qui est toujours en vie, qui habitait en face de notre maison au village. Maintenant, elle est chez son mari. Et dont j'étais jalouse, pas en tant que petite fille. Parce que la notion du fille, j'ai pas eu tellement la notion de fille avant plus tard. Parce que comme j'avais été séparée de ma mère très tôt, je vivais avec un vieux papa aveugle. Je n'ai pas été éduquée en fait. J'ai jamais reçu une éducation. On me disait tu es une fille doit se tenir comme ça, une fille ceci. Moi j'étais la Benjamine d'une famille, on m'avait abandonnée à moi-même, etc. Mais quand j'ai quitté le village où il y avait mon père pour venir dans le village où il y avait ma mère, le village de ma grand-mère, en face de nous habitait cette Ken Bougoul, qui avait on a le même âge. À l'époque, ce que je l'enviais parce qu'elle vivait dans une structure familiale. Elle avait son père, elle avait sa mère, les autres épouses de son père, etc. Elle avait des frères, elle avait des sœurs, c'était structuré, ils se réveillaient ensemble, ils se parlaient, ils vivaient ensemble. Elle appelait papa ou maman, etc. Et moi, je n'avais pas connu une vie de papa ou de maman, parce que quand je suis née, mon père avait plus de 85 ans, quand j'en avais 5, il en avait 90, et il était devenu aveugle, et je l'appelais grand-père, parce que mes neveux étaient plus âgés que moi, l'appelais grand-père. Donc la notion du père, c'est pas dans ma tête, c'est toujours pas dans ma tête. La notion de mère non plus. Maman, moi, à chaque fois que quelqu'un dit maman, même quand ma fille m'appelle maman, je suis un peu gênée, là, un peu déstabilisée, parce que c'est une notion, je ne suis pas très habituée. Et donc cette fille, tout d'un coup, qui était une fille, en plus qui était dans une famille structurée, la famille, je l'enviais, j'étais très jalouse, je l'enviais. Au départ, c'était je l'enviais. Ensuite, dans mon environnement proche, de ce qu'on peut appeler des gens de ma famille avec qui je n'avais aucune proximité socio-affective, étant la dernière, je ne sais pas ce qui les prenait, ils me disaient que j'étais vilaine, j'étais moche, j'étais laide, et surtout que mon cou, je crois qu'il est toujours, il faut que je m'ajoute quelques vertèbres, que mon cou était court. Et ça, Ken Bougoul avait le cou long. Donc ça, c'était des choses qui m'avaient vraiment frappé. Donc quand j'ai ressenti la nécessité d'écrire dans la démarche d'évacuation, etc., pour me fabriquer un autre moi-même, le personnage dans lequel je voulais évacuer tout, forcément j'ai choisi celle dont j'étais envieuse. Donc j'ai pris Ken Bougoul pour me venger d'elle. Donc j'ai jeté tout ce que j'avais vécu comme mauvaise expérience, comme déchéance, enfin
presque la déchéance, etc. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé le nom de cette fille. Et je crois que c'est le professeur Irène d'Almeida qui m'avait invité à l'université de Tucson en Arizona. On discutait, et ça m'avait fait un petit déclic. Parce que le nom de Ken Bougoul, qui exorcise même la mort, en même temps, si la mort ne peut rien contre quelqu'un, donc ça donne une certaine liberté à cette personne d'écrire comme elle veut, de dire ce qu'elle veut, de vivre comme elle veut. En fait, ça fait une espèce de... J'ai eu le déclic, en tout cas, quand elle m'a invité dans son université, avec elle ou avec les étudiants, que donc c'était un nom qui exorcisait. Parce qu'à l'époque, je voulais même changer, utiliser Marie Toumbay ou Mama Yasmina ou Yao de Adjaché. Et j'ai dit, ah tiens, j'ai eu le déclic que je garde maintenant désormais Ken Bougoul, comme ça me permet de pouvoir encore mieux m'exprimer, et même pas seulement m'exprimer, mais vivre. Donc ça m'a vraiment émancipée. Mais la question de la femme, en fait, je m'en suis rendu compte vraiment quand je suis arrivée en Europe. Parce que le problème de l'aliénation que vous soulevez, il y a un film qui a été fait, le documentaire Ken Bougoul, d'une réalisatrice suissesse. Je ne sais pas si vous avez le film ici. Et dans ce film, dont une grande partie a été tournée à Porto-Novo, je parlais de cette aliénation qui ne m'était pas imposée, je l'avais choisie. C'est-à-dire que n'ayant pas de structure solide derrière moi, aussi bien familiale ou d'éducation, d'encadrement par des neveux, des oncles ou des tantes paternelles qui jouent des rôles importants dans des structures socio-culturelles traditionnelles en Afrique. Mais moi, mon père était fils unique. Ma mère n'avait pas de frère. Donc les relations, hiérarchie, oncle, machin, tante paternelle, j'étais pas dans cette proximité socio-affective et culturelle. Et mon aliénation que j'ai choisie librement, donc je me suis intéressée à l'école française, à la culture française, à la lecture, à apprendre. Je me créais un autre monde à travers l'école. Donc la première fois que je suis arrivée en Europe, en Belgique, pour moi, c'était la terre promise, comme le disait tout à l'heure le directeur. C'est-à-dire que je vais chez moi, parce que je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas dans un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas que le sentiment d'appartenance était par rapport à l'école ou à la culture occidentale, mais il y avait cette aliénation. La notion d'appartenance n'était pas un acquis, c'était peut-être dans les projets, mais ce n'était pas un acquis. Moi, je me disais, la culture, ça me suffisait. Mais quand je suis arrivée en Europe la première fois, c'est pas comme maintenant où je suis un peu ravagée. J'avais 23 ans et je massacrais quoi. Et donc quand je voulais discuter avec les gens de Mésopotamie ou de Sumer ou des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach ou des primitifs flamands ou parler de Bruegel et tout, alors les gens me disaient mais que j'étais une fille, que j'étais une matière première, quoi, une matos à exploiter, à utiliser. Hein. Et moi, j'étais dans ma grande culture. Donc c'est là que on m'a fait presque comprendre que j'avais pas besoin de faire étalage de culture, que j'étais une femme, et que certains me disaient une femme noire, chaude, etc. Il y en a même un qui m'a dit, oh moi j'ai connu telle femme, mais pas une de chez vous, quoi, et que ça devait être chaud, etc. Donc ça m'avait un peu choquée, parce que je ne m'attendais pas à cet accueil-là. Moi, je croyais que j'allais être reçue par rapport à la culture, à mon aliénation. Et en plus, et là, j'ai toujours pas fait attention à la question de femme parce que j'avais pas été conditionnée en tant que femme, puisqu'on m'a pas élevée dans une structure
socioculturelle ou la notion de femme. J'ai jamais été éduquée de façon jusqu'à présent d'ailleurs. Et j'étais beaucoup plus bouleversée par le fait que tout d'un coup on me ramenait à un autre monde chez vous. Moi, chez moi, c'était Rembrandt, c'était aller à Bruges, Van Eyck, l'agneau mystique, ou parler de Bruegel ou de la Renaissance en italienne, ou parler de peinture, de surréalisme. Et là, je me suis retrouvée confrontée à des origines. Et donc, la première question, le premier problème que je devais régler, c'était le problème des origines. Donc, ma première quête identitaire n'était pas par rapport à une condition de femme. C'était par rapport à mes propres origines en tant que venant de chez vous, etc. Donc, ma première quête identitaire, ça a été par rapport aux origines. C'est ensuite, en France, que j'ai été confrontée à la condition de femme. Je vivais avec un homme, mais possessif, exclusif, et puis qui voulait faire de moi une femme, qui m'amenait dans des salons de coiffure. On doit me coiffer d'une certaine manière, je devais m'habiller d'une certaine manière, je devais me tenir à table d'une certaine manière. Dans la rue avec lui, je devais... j'apprenais... il a fait de moi une femme. Je découvrais, ah bon, c'était ça être une femme. En plus, je me disais, mais c'est être possédé par un homme. C'est un homme qui possède... Ah, une femme doit être possédée, c'est quoi la femme? En plus de ça, sa violence psychologique, psychologiquement, il me violentait, physiquement, il me violentait, et à chaque fois, il me ramenait à un statut de femme, et que j'étais sa propriété. Et c'est là que la deuxième problématique s'est soulevée, la question identitaire par rapport à la condition de femme. Donc c'est bien après que j'avais des accessoires féminins, mais bon, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que je suis une femme, je peux prendre des hormones, etc. Mais c'est des accessoires féminins, ne devaient pas définir ce que j'étais vraiment. Et donc, après ces violences physiques et psychologiques, jusqu'à me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique à Paris, l'hôpital Sainte-Anne, qui est hôpital pour psychiatrique et pour les fous aussi. Donc, tout d'un coup, ma condition de femme m'a ramenée à la folie et à la psychiatrie. Donc, je me suis dit, oulala, être femme, si ça suppose tout ça. Donc, je suis retournée dans cette... de me rendre compte de tout ce que être une femme supposée, conditionnée, etc. Mais je suis repartie dans la douleur. J'ai dit que je suis revenue au Sénégal, j'étais en lambeaux. C'est-à-dire j'étais vraiment en lambeaux. Et donc, ensuite, arrivée en lambeaux, rejetée à nouveau par cette famille, par la société, du seul fait, pour l'époque, de revenir de l'Occident, supposer qu'on ne peut pas revenir de l'Occident avec des problèmes. Parce que l'Occident représentait tout ce qui était merveilleux et formidable. Et moi, j'étais revenue avec des cicatrices, des dents cassées, cassées moi-même. Et rejetée, que je me suis retrouvée à la rue. Et qu'au Sénégal, bien que ça a pu être étrange pour l'époque, qu'une femme de 33 ans soit rejetée et vive dans la rue. Et donc, c'est dans la rue que j'ai commencé à écrire. Et au moins ça a duré 2 ans. C'est pour ça que je connais très très bien la ville, parce que j'ai traîné partout, etc. Et donc c'est à cette période-là que j'ai rencontré le Serigne. Et donc le Serigne, qui est une autorité qui avait presque le même âge que mon père. C'est pour ça il y a des jeunes beaux garçons ici, mais les hommes, je les préfère vieux, parce que ça me rappelle... ça ne me rappelle pas mon père,
mais j'ai envie d'avoir un père. Donc quand un gars est amoureux de toi, veut t'embrasser, et toi, il y a le côté inceste parce que tu le vois comme un père, je dis pour me faire la cour, il faut 6 mois, pour m'embrasser, il faut encore 6 mois, pour qu'on dorme dans la même chambre, il faut encore 6 mois, c'est des séries de 6 mois pour que ce côté de l'inceste s'atténue. Donc c'est à cette période que j'ai rencontré le Serigne. Et là, moi, la condition de femme qui s'était posée avec moi en Occident, et là, je trouve un homme qui avait plein de femmes. Et donc, déjà, dans mon aliénation, même déjà, une femme, c'est trop, encore 2, 3, etc. Après ces 4 femmes légitimes, cette branche de l'islam au Sénégal, branche soufie, qui s'appelle le mouridisme. Il n'y a que les mourides qui font ça au Sénégal, les autres ne le font pas, hein. Que je me suis retrouvée avec toutes ces femmes et je me posais la question que mais comment des femmes pouvaient être déjà que ce que j'avais connu en Occident de possessivité et d'exclusivité qui m'a menée à l'hôpital psychiatrique, et là je voyais toutes ces femmes qui circulaient, mais ce qui m'avait surpris, c'est qu'elles étaient toutes belles, elles ne s'occupaient pas, et c'est elles qui m'ont dit « Ah, ne te préoccupe pas des problèmes des hommes, tu penses à ton propre salut. » Donc c'est de là que maintenant, régler tous mes problèmes par rapport aux origines, par rapport à la condition de femme, c'était cette troisième identité, d'abord d'être un être humain qui s'assumait et qui était accessoirement noir et qui était accessoirement une femme. Donc ça, quand même, cette expérience m'a totalement émancipée. Merci. C'est comme ça que je me suis intéressée maintenant aux autres femmes, dans quelles conditions elles vivent, en souhaitant qu'elles n'aient pas vécu les mêmes expériences que moi, sauf l'expérience avec le Serigne. Merci Ken Bougoul. Ouais, voilà, merci. Et justement, on lit à travers tout ceci votre amour porté par la solitude dans l'évolution de vos héroïnes. Dans Cacophonie, on voit Sally toujours dans cet enfermement. Dans Riwan, on voit aussi quand même la narratrice aussi dans cet isolement. On a tendance à croire, que Ken aime la solitude. Oui, bon, d'abord j'ai vécu seul parce que traditionnellement les familles africaines, père, mère, cousin, tante, neveu, cousin, cousine, les nièces, les neveux, c'est toujours des grandes familles. Moi j'ai pas connu des grandes familles, j'étais la dernière, quand je suis née tout le monde était parti, il y avait un vieux papa, c'était pas la grosse famille déjà. En plus j'étais isolée parce que j'allais à l'école, ensuite je me suis marginalisée pour pouvoir m'accrocher à l'école. Ensuite, j'étais curieuse de mon environnement, de la nature, marcher dans la brousse, observer les arbres, monter dessus, courir après les oiseaux. J'en tuais un peu quelques-uns pour les griller aussi. Donc j'ai vécu comme une enfant sauvage, quoi. Mais je l'ai vécu seule. Parce que j'avais ni petit frère ni petite sœur, j'avais pas de poupée. Les enfants africains se fabriquent des jouets. Moi, j'ai pas fabriqué des jouets. C'était dans ma tête les jouets. Donc, j'ai toujours vécu seule. Ensuite, beaucoup de circonstances de la vie ont fait que je me suis retrouvée seule, mais c'est pas la peine d'en parler. On retrouve ça dans mes livres. Mais quand je suis arrivée à Cacophonie, c'est-à-dire que je pensais à 60... j'aime pas dire mon âge. Je préfère dire comme Jean Otiemi du Gabon qui dit 1900 longtemps. Parce que 1900 longtemps, c'est mieux que d'aller dire des dates là, parce qu'après là, franchement. Et je pensais que j'étais arrivée à un âge où j'avais vécu, quoi. J'avais tendance un peu à m'installer dans le confort des acquis. Je me suis relâchée un peu, que tout était acquis et que tout était parfait. Et là, des coups durs de la vie m'ont trouvé là. Et là, je me suis retrouvée, sans m'en rendre compte, que j'étais de plus en plus enfermée
de plus en plus isolée. Et puis comme j'habitais dans une grande maison à Porto-Novo avec plein de murs, j'avais l'impression que les murs avançaient, me serraient, m'étouffaient. J'avais envie de sauter par la terrasse pour m'envoler dans les airs. Donc ça, c'était vraiment le problème, c'était le problème des acquis. Depuis, je suis contre les acquis, parce que quand on est dans des acquis, on manque d'ambition, on manque de vigilance, et on relâche la vigilance, et il suffit d'un petit détour de la vie pour qu'on se retrouve confronté à des difficultés. Donc j'avais besoin de ce personnage enfermé, mais enfermé d'abord dans les acquis, ou dans des idéologies, dans des convictions et dans des certitudes. Et je me suis dit, s'enfermer dans les certitudes, c'est mortel, c'est suicidaire pour un individu. Il ne faut jamais dire, je suis sûr que, je suis certaine que, je suis convaincu que, et donc s'enfermer dans des idéologies, s'enfermer, oui, des idéologies presque existentielles. Les gens qui ont tendance à dire... oh, moi je mange pas à bobo, oh, moi je lis pas ce genre de livre. C'est-à-dire déjà, sans s'en rendre compte, on s'enferme. Donc c'était casser les acquis à travers les certitudes et les convictions. Donc cet enfermement, il fallait que je casse les murs qui s'entassent autour de vous, et m'étouffer, me serrer, etc. Donc en fait, c'est sur l'enfermement, mais le prétexte d'écriture était de travailler sur la démolition des certitudes et des convictions. Ok. Je vais donner la parole à Gisèle Toti. Ouais, voilà. Pour parler à Ken Bogol. Voilà. Oui, alors je vais poser une petite question. Comment vit-on avec ses proches après la rédaction d'une telle œuvre qui a nécessité de remuer le passé, de dévoiler des sentiments et des ressentiments qui normalement restent enfouis? Oui, c'est que j'ai l'avantage et l'inconvénient. Moi, je trouve j'ai plus d'avantages dans la vie, même dans les moments durs. Je trouve toujours, même quand c'est dur, j'aime bien. C'est un avantage, un privilège même. C'est pour ça que ça me permet toujours de continuer à tenir le coup et à me battre. C'est-à-dire que je suis née dans une famille d'abord où j'étais la seule fille à aller à l'école. Ça m'arrange bien parce que les autres, c'est des analphabètes, mes sœurs là. Donc, c'est des gens qui ne lisent pas. Donc, ça, c'est parfait. Je me rappelle que quand j'ai commencé à communiquer avec ma mère, 2 ans avec sa mort, qu'on retrouve dans De l'autre côté du regard, elle... tout ce qui lui plaisait, c'était que les gens du village qui étaient partis à Kaolack ou à Dakar et qui voyaient une petite photo de moi dans les journaux et qui venaient lui dire « Ah, ton enfant est là » et elle de voir ma photo. Oh, c'était formidable. Et les enfants du village lui demandaient de payer 25 francs pour lui laisser la photo. Elle n'osait pas, quand elle m'a vu me dire... mais je l'ai su après, surtout quand on a commencé malheureusement à parler que malheureusement elle est morte. Donc il ne se rendait pas compte. Mais tout d'un coup, quelqu'un qui avait vécu dans la rue, qui était rejeté, et tout d'un coup, on parle de la personne, où on voit sa photo, pour eux, ça suffisait. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce que je disais. Et récemment, j'ai des nièces de 60 ans. Et une nièce m'a dit, non mais je ne comprends pas pourquoi ma grand-mère, quand elle a quitté le domicile conjugal, elle n'est pas partie avec toi. C'est-à-dire qu'avec l'évolution des mentalités, les nouvelles générations maintenant sont même de mon côté en reprochant même à la mère, parce que j'ai toujours dit la mère, hein, c'est après, bien après que j'ai dit ma mère, d'avoir... de m'avoir abandonné à cet âge-là. Donc, ça a permis à mes neveux, donc ceux qui ont pu lire, qui ont pu aller à l'école, surtout à mes nièces, de les inspirer plutôt. Et que la symbolique de la mère, qui est dans la culture, dans toutes les cultures, mais particulièrement les cultures africaines, où la mère,
c'est un symbole, c'est sacré. Et que moi, je viens démolir ce côté sacré, que la mère n'est pas cet être extraordinaire qu'on croit. C'est un être humain qui est capable de faire du mal, de destruction, de tuer. Les mères tuent d'ailleurs. Donc, le fait que j'avais démoli le symbole, par contre, au Sénégal, quand d'autres livres sont sortis où je taquinais un peu le politique ou le sociopolitique, ça ne gênait pas les gens. Ils disaient, oh là là, oui, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ne parle pas de la famille, ne parle pas de la mère. Je dis quoi? Je casse encore la mère aujourd'hui. Non, s'il te plaît, parle des politiciens par contre, tu peux les démolir, mais pas la mère. Donc eux, c'était que je touche pas à la famille. Bon, ils ne me le reprochaient pas comme ça, mais discrètement, s'il te plaît. Et une de mes dièses m'a dit, mais ma tante, mais arrête la famille. Je dis, je casse la famille. Je suis contre la famille, je n'ai pas connu de famille. Et c'est après maintenant les autres générations qui commencent à dire même, il y en a qui m'appellent grand-mère et d'autres, et qui me disent, tu as bien raison. Parce qu'il faut aussi qu'on casse un peu les murs, les cloisons. On est cloisonné, la famille, le père, mon père, ma mère, ma tante. Qu'est-ce que la famille va dire? On est enfermé, on est conditionné. Moi, je me dis, c'est bien, moi j'aime bien les géniteurs. Ils sont bien braves de nous avoir mis au monde, de s'être occupés de nous, mais il ne faut pas que notre destin soit enfermé dans ce cycle de quelle famille, ah si c'est telle famille, ah oui, parce que ça vous brise des ailes, ça vous brise des élans, ça vous réduit, c'est réducteur la famille. Je demande pardon au pape Jean-François là, parce qu'il aime la famille comme tous les papes. C'est bien la famille, mais quand même, hein, c'est une prison. Il faut avoir du respect, de l'affection, etc. Mais ne pas conditionner sa vie par rapport à son appartenance familiale ou socioculturelle. Merci beaucoup. On va retourner la parole au professeur Maouyon Kapo et en disant un mot sur l'écriture de Ken Bogol. Tout à l'heure en parlant, vous allez parler c'est comme on a l'impression que l'ensemble de l'œuvre, c'est comme un long poème, une parole forte qu'on émet. Alors, l'écriture de Ken Bogol, qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci. Je voudrais d'abord dire que Ken Bogol, même si elle a voulu et elle s'est attaquée à la famille, comme elle dit, elle a, dans son œuvre, défendu la femme. Ah oui. Tout ce qui touche à la femme, elle a toujours défendu ça. Vous avez vu dans Rue Félix Faure, l'exploitation, la manipulation de la femme par les religieux assoiffés de gain. Elle s'est attaquée à ça, elle a dénoncé cela. Et le personnage de Ken Bogol même dans l'œuvre, c'est une défense de la femme en réalité. Pour répondre à votre question sur l'écriture de Ken Bogol, pour que le public comprenne davantage, je ne sais pas si vous avez là un exemplaire de l'autre côté du regard pour qu'elle-même puisse nous dire, qu'on puisse entendre, écouter d'elle. Oui, vous avez un exemplaire de l'autre côté du regard pour qu'elle nous lise là. Vous allez voir. C'est formidable. Ken. C'est-à-dire que chaque ouvrage, c'est-à-dire avant d'écrire un livre, j'y pense 6 mois, 1 an. Avec l'âge maintenant, j'y pense pendant 2 ans. Mais maintenant, je me presse un peu avec le temps parce que j'ai pas encore commencé à écrire. C'est maintenant que je veux commencer à écrire. Donc, mais c'est vrai que Ken Bogol nous a raconté que on lui avait dit, pour devenir un écrivain, il faut avoir d'abord écrit 3 livres. Si vous n'avez pas écrit 3 livres, donc vous n'êtes pas encore écrivain. Donc maintenant, au-delà de la dizaine, elle n'a pas encore commencé à écrire. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc je pensais à quand ma mère
est décédé, parce que dans la culture africaine, en tout cas sahélienne en particulier, on ne meurt pas. Tout le monde connaît le texte de Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Et donc on dit la mère ou le père, enfin le mort, c'est caché, c'est égaré, ou dort. Nelao lako rire. Et donc quand ma mère est décédée, alors que je commençais à communiquer avec elle, parler avec elle, parce qu'on n'a jamais parlé, et qu'elle est morte. En plus, j'étais à Dakar, elle est morte au village. Le temps que j'arrive au village, parce qu'on n'a pas de morgue là-bas, on l'avait déjà enterrée. Et donc, c'est pour ça, c'est un livre qui m'émeut beaucoup. Je me rappelle une fois à Porte-Nouveau, un journaliste était venu m'interviewer. Moi qui ne pensais que j'avais plus de larmes, j'avais pleuré. Et j'y pensais, j'étais partie à Haïti, et dans un bar, parce que j'aime les bars. Je crois que j'ai écrit un livre qui se passe dans un bar. Ça s'appelle Mes hommes à moi. Et on était dans un bar au Cap Haïtien. Je ne vais pas vous dire ce que je buvais, mais il y avait de l'eau et du coca. C'est mieux de dire ça à cause des enfants. Et je disais à Kossi Efoui, un écrivain togolais qui était avec les auteurs avec qui j'étais au Cap Haïtien, à Haïti, je dis, moi je vais écrire un livre sur ma mère. Mais ce livre, je veux l'écrire à chaque fois que je rencontre un point, je vais à la ligne. Il me dit, hein? Chaque fois que oui, je dis, je sais pas, c'est comme ça. Chaque point, je vais à la ligne. Il se moquait de moi, comme je suis toujours un peu... Hein? Et moi, je continuais ma réflexion. Je dis, à chaque fois que je rencontre un point, je vais à la ligne. Bon, moi, je veux récupérer ma mère. Je n'ai pas eu ma mère dans la vie. Elle est morte. Et comme elle aimait particulièrement une de mes nièces, pour qui je pensais que ma mère m'avait remplacée par ma nièce. Et ma nièce, 2 ans après la mort de ma mère, elle est morte. Alors je me suis dit, si tu ne récupères pas ta mère dans la mort, ta nièce qui t'avait remplacée dans son cœur est morte, va la retrouver dans la mort et va encore la garder à jamais. Donc il faut que j'aille, avant que ma nièce n'arrive les niveaux où ma mère se trouvait, que je la récupère, que je me la réapproprie. Mais j'ai imaginé l'au-delà comme des marches, comme des étapes. Alors j'ai dit, oh là là, si je dois faire vite, je dois le souffle. Donc ce livre, j'ai écrit ça sur le souffle, en fait. C'est le souffle. Et le souffle, comment je vais trouver le souffle? Bon, point à la ligne. J'ai dit, la berceuse. Et la berceuse, comme toutes les berceuses, hein. Donc c'est pour ça, la première page, j'ai d'abord écrit la berceuse, que je vais vous chanter. Je ne chante pas bien. Bon, je la connais un peu par cœur. Donc, ayo, nene, 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 tuti, 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 beyo, ayo, nene, sayay dem na salum, salum nyari nekla, nyatel badi wanywa, wanywa wanyu burla, burba buru salum, ayo, nene, 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 tuti. Donc, ça me permettait de contrôler le souffle. Parce que la berceuse, là, quand on a un bébé sur le dos, on ne va pas dire je vais chanter la berceuse pour 1 minute ou 2. On peut il y a des bébés, hein, ils en veulent encore. Donc voilà, là, et la construction de cette mélopée permettait de récupérer le souffle. Donc j'ai écrit le livre sur le refrain de cette berceuse pour contrôler le souffle. Comme je cours pour récupérer ma mère dans la mort avant que ma nièce ne reste avec elle pour l'éternité, j'ai bâti ça sur le souffle. Et c'est comme ça. Et tout le livre, ça c'est une édition poche de Terre Promise, mais l'édition originale, c'est écrit comme la berceuse. Et je vais peut-être lire quelques passages. Oh professeur, vous savez, je n'ai plus 20 ans. Hein. Ce matin, j'ai reçu une lettre de mon frère. J'ai tenu l'enveloppe entre mes mains et je l'ai serrée très fort. J'ai su tout de suite, au premier contact, que cette lettre venait de mon frère.
de mon frère Bakar Ndao, Bakar Kobar Ndao, Kobar Ndao, Mbaye Ndao. Notre mère l'appelait par tous ses noms. Elle s'ingéniait à y mettre toute l'affection qu'elle avait pour son fils. Elle s'ingéniait à y mettre tout l'amour qu'elle avait pour son fils préféré. Elle y mettait toute l'admiration qu'elle avait pour celui dont son fils portait le nom. Bakar Kobar Ndao. Bakar Kobar Ndao de face Mam Baba. Notre mère disait que cet homme était un saint, etc., etc. Donc, chaque livre, il y a le prétexte d'écriture. Je veux écrire sur la corruption, je veux écrire sur l'amour, je veux écrire... Ça, c'est le prétexte d'écriture. Maintenant, comment exploiter ce prétexte d'écriture pour en faire un livre? Non seulement... comment je vais l'écrire? Ça, c'était le souffle, donc j'ai pris la berceuse, et qui revient tout le temps. Parce que quand on le lit aussi, à un moment, quand on n'est pas habitué, on peut ne plus pouvoir souffler. Donc je coupe, je mets un petit refrain de la berceuse pour que le lecteur récupère son souffle pour continuer à être dans la même dynamique du souffle qui est dans l'ouvrage. Et pour moi, c'est très important. Un prétexte d'écriture, chaque fois je disais à Porte-Nouveau, mon gardien, il peut écrire des livres, tout le monde peut écrire des livres. Mais c'est le choix de comment je vais l'écrire. Et non seulement au niveau de la langue, mais aussi du rythme. Ici, son rythme, c'est la berceuse, c'est la mélopée. Donc, c'est la mélopée qui rythme ça. Mais en même temps, je cherche des temps, comme dans Rue Félix Faure, où j'ai choisi la pénombre. C'était tellement sombre, le livre, qu'il a fallu que je mette des lampes tempêtes, 4 lampes tempêtes allumées pour éclairer le livre et continuer à écrire. Donc, à chaque ouvrage, donc, si on dit le style, bien sûr, quand on lit un livre, on dit ça, c'est du Ken Bougoul. Mais je n'ai pas un style figé. C'est chaque livre aussi inspire le style dans lequel je vais l'écrire. Merci beaucoup. Vous avez vu? Qu'elle m'en excuse. Vous avez vu, vous avez compris pourquoi j'ai demandé cela. En réalité, l'œuvre de Ken Bougoul, c'est une parole en train de se dire. Tout comme si on avait sur la planche un personnage qui vient, qui nous parle de lui, qui nous parle de la société. Et ce personnage choisit, avec bien entendu la complicité de la régie, les moments où la parole doit se dire. C'est en réalité une présentation de la parole, une visualisation de la parole que nous avons dans l'œuvre de Ken Bougoul. Et cette parole respecte, comme elle vient de le dire très joliment, le souffle. Et elle choisit le souffle pour chacun de ses romans. Donc, il est difficile de dire dans telle œuvre, voilà l'écriture ou voilà l'esthétique utilisée par l'auteur, mais il faut en réalité prendre l'œuvre dans son ensemble pour mieux la caractériser, mieux l'apprécier du point de vue de l'écriture. Mais cette écriture, en dehors du prétexte de l'écriture, est une parole qui s'écrit elle-même et que nous avons comme l'impression de voir sur un écran invisible, mais tout en l'écoutant. Merci beaucoup. Je vais parler pour lui, mais il est là, le professeur Adrien Ouanou. Je crois qu'il avait fait une communication sur je crois que c'est sur la folie et la mort, que j'étais influencé ou inspiré par mon environnement dans Porte-Nouveau, avec toutes ces langues yoruba, avec ces egungun, ces zangbeto, les femmes goun qui vont... Parce qu'en plus, j'habitais à côté du petit marché à Wangbo, là, à 20 mètres du marché. Donc, toutes
tous ces sons, toutes ces langues parlées, ces kékénos, les femmes avec les produits sur la tête pour aller au marché, et que peut-être que lui pourra mieux le dire que moi. Et quand j'ai lu la communication, je dis le professeur Adrien Ouanou a bien vu, et le professeur Maounion Kakpo l'a confirmé. Déjà que quand j'écrivais La folie et la mort, le personnage principal de La folie et la mort, c'est une radio. C'est la radio. Parce que la radio est allumée en permanence. Donc la radio interfère même dans le texte. Parce que le prétexte d'écriture, je l'avais eu à la radio quand j'avais entendu qu'une femme avait été brûlée vive dans un marché au Nigeria pour un tongolo de riz. Que le monsieur lui a dit, vous n'avez pas payé. Il dit, non, j'ai payé. Et à l'époque où on mettait l'essence sur les gens, etc. Et donc, quand ça m'a interpellé, c'est ça que j'ai utilisé comme prétexte d'écriture, mais pour traiter de tas d'autres choses sociopolitiques, etc. Sur le continent. Merci beaucoup. Et désolé, professeur. Et on va retourner la parole au public, mais d'abord, je vais inviter le professeur Adrien Ouanou, parce qu'on l'a beaucoup cité, à nous dire un mot. Voilà, je me déplace vers le professeur, à tout seigneur. Ah oui, d'accord. Merci, professeur. Merci beaucoup. Bonjour Marietou. Puisque j'ai le micro, je voudrais dire ceci. Quand on présente Ken Bougoul au Bénin et qu'on dit Marietou Mbaye, je suis content quand on ajoute Biléoma. Parce que Biléoma, ça fait Porto Novo, ça fait juste en face du marché à Ouagbo. Il est fier. Voilà, c'est ça. Voilà, il est fier, n'est-ce pas? Et donc, tout à l'heure, quand j'ai quitté la maison, j'ai dit à ma petite fille, cet après-midi, je devais rester à la maison, mais comme il y a ma belle-sœur au Centre culturel français, je dois y aller. Elle m'a dit, c'est qui? J'ai dit, mais Ken Bougoul, tu sais pas que elle est porto-novienne. Bon, bref, donc, dans La folie et la mort, justement, les odeurs qui sont dans ce marché sont bel et bien les odeurs de Porto Novo, de l'Ouémé et de ce marché à Ouagbo que je connais depuis mon enfance. Et c'est extraordinaire, toutes les traces de béninois ou de bénin qu'il y a dans cette œuvre-là. Et s'il s'appelle Biléoma, ce n'est pas hasard non plus, parce que dans La folie et la mort, il y a des pratiques culturelles qui nous renvoient d'une certaine manière au Egungun, qui sont bien de Porto Novo, quand on connaît la culture Yoruba, bien sûr. Donc, il y a cela de béninois, de porto-novien dans son œuvre. Et je suis content que le professeur Kakoma Oyon en ait parlé brièvement. Je crois qu'il y a une évolution dans l'œuvre de Ken Bougoul. On a parlé de l'écriture, c'est de cela que je parle. Il y a une évolution qui nous mène de la maladresse, je dis bien la maladresse, n'est-ce pas, de la débutante qui a quelque chose à dire, à confesser, qui a à se plaindre du mauvais traitement qu'elle a subi et qui donc cherche ces mots, les trouve difficilement. C'est cela le Bababoufou. Enfin, ma lecture, puisque j'ai quand même lu le Bababoufou un certain nombre de fois avant d'en parler avec elle à Porto Novo, la maison Biléoma. Il y a donc cette maladresse, cette hésitation dans le Bababoufou. Et quand vous arrivez dans Riwang, le chemin de sable, alors là, véritablement, c'est quelqu'un qui connaît l'art d'écrire, qui est à l'aise, qui choisit ses phrases, qui s'amuse énormément en mettant des expressions en anglais ici et là, en faisant des interjections, en disant, mais non, faites pas ceci, faites pas cela. Donc, pour moi, il y a cette évolution-là, dans son œuvre, en tout cas, c'est ce que je veux dire sur le plan de l'écriture. Et si j'aime quelque chose dans sa production, c'est certainement Rue Félix Faure. Parce que cette rue Félix Faure, il y a peut-être 10 ans seulement, je me suis retrouvé dans la rue Félix Faure qui existe effectivement à Dakar. Et presque tous les soirs, j'allais dans la rue Félix Faure, puisque mon hôtel n'était pas loin de là.
Et j'aime bien rue Félix Faure, j'aime beaucoup, je préfère ça parce que il y a tout dans rue Félix Faure. Tout, c'est-à-dire la politique, la religion, particulièrement les sectes, dont elle parle en des mots qui me plaisent énormément. Je vais dire la religion au service de la politique et la politique au service de la religion, l'art évidemment. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Puisqu'on me donne le micro. Merci. Merci, professeur. Le micro va juste transiter devant pour la professeure d'Almeida. Merci. Je suis très très contente d'être là. C'est tout à fait par hasard que je me trouve au Bénin en ce moment. Et je suis très contente de voir Mariétou Ba et d'entendre tout ce que tout le monde a d'elle. Mais j'aimerais revenir sur le terme Ken Bougoul. Il m'a semblé avoir lu dans une de vos interviews, ou de tes interviews, que ça avait quelque chose aussi à voir avec l'édition. Et qu'il semble que quand vous vouliez publier votre roman, votre roman autobiographique, votre autofiction, que, étant donné que vous étiez femme, et femme musulmane, on avait trouvé que le bouquin était trop osé pour être publié. Et que c'est à ce moment-là que vous avez choisi le nom Ken Bougoul. Est-ce la vérité? Oui, c'est-à-dire que donc quand j'ai écrit dans la rue, en fait dans la rue j'avais déjà même écrit Le Baobab Fou, la suite Cendré Braise, c'était écrit dans... C'était le même manuscrit. C'est des petits cahiers que j'avais, j'écrivais dans la rue, là où je trouvais, vous pouvez poser un cahier. Et donc c'est quand j'ai commencé à mettre ça au propre dans une communauté de garçons. Oui, moi j'aime vivre avec les garçons. Et je commençais à taper que Annette Mbaye d'Erneville, c'est son fils Ousmane qui passait dans cette communauté, qui a trouvé ce que j'avais mis au propre. Et j'ai dit, donne à ta mère, Tata Annette Mbaye d'Erneville, jusqu'à aujourd'hui, elle a 92 ans, elle dit, elle ne veut pas mourir sans retrouver ce mot. Où je lui ai dit, Tata Annette, bonjour, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? Et c'est elle qui a amené le manuscrit aux nouvelles éditions africaines, sans même m'avertir. Et donc, quand maintenant je suis allée aux nouvelles éditions africaines, Roger d'Orsainville, qui était le directeur littéraire, qui me dit oui, on va publier cet ouvrage. Ils ont même coupé un peu. Ça me fait tellement mal au cœur. Il faut que je trouve moyen de récupérer ça peut-être dans un autre livre. Et il a dit, vous savez, ici au Sénégal, qui était d'origine haïtienne, qui était un réfugié politique haïtien au Sénégal, Senghor avait accueilli beaucoup de réfugiés politiques victimes des dictatures de Duvalier, et Roger d'Orsainville travaillait aux nouvelles éditions africaines. Que oui, si vous laissez... si vous mettez votre nom, Mariétou Mbaye, vous n'allez pas trouver de mari. Je dis, j'en cherchais pas, parce que j'avais déjà plus de 33 ans, 34 ans. Je dis, ça, c'est pas mon problème, hein, parce que les hommes, j'en avais vu de toutes les couleurs. Hein. Oh là là, ça, merci, hein, j'en voulais plus du tout. Moi, je voulais vivre avec une fille. Et ça, il l'a enlevé. Ça, j'ai écrit que je veux vivre avec une fille. Il a dit, oulala, ça, c'est le comble du scandale. Et c'est ça, je lui en veux. Il faut que j'écrive un livre pour parler de mon amour pour les femmes. Platonique ou quoi, même j'en parle toujours à Florent Kozouti, mais j'ai dit, est-ce que je vais pas sauter le pas, carrément épouser une fille, comme ça c'est fini, comme on n'en parle plus. Je crois que même hier je lui en ai parlé quand il m'a ramené de Porte-Nouveau. Et donc, que je vais pas trouver de travail. En plus, comme moi, je viens d'un milieu traditionnel, religieux, des villages de tradition, que non, parce que ce livre va faire un scandale ici, etc. Qu'il faut absolument que je trouve un nom de plume. Moi, je dis, je connais rien, moi, de nom de plume, tout ça. Je sais que je m'appelle Mariétou. Il dit, non, il a tellement insisté. Je dis, bon, comme l'héroïne s'appelle Ken Bougoul, mettez Ken Bougoul. Et c'est comme ça que
le Ken Bougoul est parti. Et je dis que c'est vraiment avec un des étudiants, de vos étudiants à Tucson ou avec vous dans votre bureau. En tout cas, on a parlé de cette liberté d'écrire comme je veux, avec le style que je veux, qu'il fallait s'appeler Ken Bougoul, parce qu'on peut me critiquer, on peut vouloir me tuer, on peut vouloir me détruire, mais je suis invincible. Personne ne peut rien contre quelqu'un qui s'appelle Ken Bougoul. Donc c'est pour ça que je me suis réapproprié le Ken Bougoul, et j'envisage même, aussi bien au Bénin qu'au Sénégal, de changer dans mes pièces d'identité. Au lieu de Marietou, je vais mettre Ken Bougoul Bileoma Adebo. Carrément. Merci beaucoup. Et donc, voilà, parole au public. Nous allons rappeler que chaque intervenant, pour la gestion rigoureuse du temps, aura malheureusement 1 minute. Malheureusement. Merci donc. Ah d'accord, ok, on commence. Oui. Voilà. Pardon, Jérôme. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Alors, bonsoir, je m'appelle Colin Sian. Je suis journaliste et écrivain. Je voulais demander, puisqu'il n'y a pas beaucoup de doigts qui se sont levés, si je peux faire 1 minute et 6 secondes. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ok, merci. Bonsoir Ken Bougoul et merci pour ces moments de partage. J'ai lu quelque part, je ne me souviens plus qui l'a dit, que Dieu fait à l'écrivain le don d'une mauvaise vie. Est-ce que quand vous regardez votre parcours, vous n'avez pas le sentiment que tout ce que vous avez vécu ressemble à une sorte d'initiation à la vie d'écrivain que vous avez menée? Et si vous... Il faut reprendre la question, reformuler la question. Ok, d'accord. Non, je disais au début que Dieu fait à l'écrivain le don de mauvaise vie. Et donc, partant de ce postulat, je me suis dit, est-ce que tout ce que vous avez vécu dans votre propre vie ne ressemble pas à une sorte d'initiation à tout ce que vous relatez dans vos romans? Je peux reformuler autrement. Non, c'est bien, mais j'ai jamais dit Dieu. Non, je ne l'ai. Non, je ne vous attribue pas cette pensée. Bien la question, ah, ok, d'accord. Oui. Donc, je passe sur la première parce que ça fait 27 secondes déjà. Pour dire, j'ai suivi dans votre intervention la défense d'un certain mode de vie. J'ai envie de revenir là-dessus. Je suis peut-être chrétien, j'accepte l'idée que les gens puissent être musulmans et défendre leur point de vue. Est-ce que vous, quand vous dites qu'on devrait mener sa vie, être libre de choisir avec qui on veut aller, sans avoir des pesanteurs familiales et autres, vivre de cette façon-là, est-ce qu'elle vous autorise aussi à penser que d'autres ont encore le droit d'aller voir des parents pour se marier, d'aller demander l'avis de la famille? Je veux dire, est-ce que votre vie, qui me paraît assez libertine, vous fait admettre qu'il y a des gens qui ont le droit d'avoir une vie d'aliéné entre griffes? J'aurais voulu parler plus longtemps, mais je vais vraiment m'en arrêter là. Merci. Merci pour l'effort. Merci pour l'effort. Merci, monsieur le journaliste. Donc, j'ai jamais dit Dieu a dit les écrivains. Non, jamais. Moi, les histoires d'écrivains, déjà, je ne suis pas dedans. Moi, je signe mes cartes de visite, Ken Bougoul ménagère. Parce que moi, les prétentions d'écrivain, là, je dis, je ne veux pas être... Je ne suis pas... Parfois, on dit Ken Bougoul écrivain. Je dis, je ne suis pas un écrivain. D'ailleurs, même, il y a un article, vous pouvez retrouver ça au Sénégal, dans un journal, ils ont mis ça... Et les gens me disaient, pourquoi? Je dis, non, je ne veux pas... être un écrivain, j'ai la prétention. En plus, dans ma prétention, c'est pas être un écrivain, c'est être un grand écrivain. C'est différent. Je ne veux pas être écrivain. Tout le monde, mon gardien est écrivain aussi. Moi, je veux être un grand écrivain. Quelqu'un m'avait dit, vous voulez, mais vous n'avez pas gagné des prix, des Renaudot, des Goncourt, tout ça. Je dis, mais moi, je ne veux pas ça, je veux le Nobel. Parce que moi, je suis toujours à aller au-delà. Les religieux qui prient pour moi, pour que j'aille au paradis, je dis, mais je n'ai pas envie d'aller au paradis. On dit, mais madame, nous prions pour vous, pour que vous alliez au paradis. Je dis, le paradis, c'est pour le commun des mortels. Il y a derrière le paradis, il y a mieux. C'est là-bas que je veux aller. Et le paradis, là, c'est pour les... Tout le monde ira au paradis. Mais c'est qu'au-delà, oh là là,
C'est dans la proximité. Le paradis, tout le monde ira au paradis. L'enfer, Dieu n'est pas méchant, donc il n'y a pas d'enfer. Donc c'est pour ça que je ne veux pas aller au paradis. Moi, je veux aller derrière là-bas. Là. C'est là-bas que les choses se passent. Je veux être dans cette proximité. Et ensuite, pour ce qui est de la famille, c'est-à-dire que c'est une méconnaissance. Je n'ai pas vécu. Je veux bien, moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'attache aux gens. Si vous me dites, venez chez moi, là, je vais m'installer chez vous, je vais vous aimer, votre femme, votre papa, votre maman. Je me recrée toujours des familles par désir de famille. Mais je sais aussi que dans mon aliénation, quand j'ai voulu, pas revendiquer, chercher, dans des repères, surtout dans la quête des origines, d'accepter que j'étais du Sénégal, de mon village, d'Afrique, etc. Mais je voulais aussi des repères de famille. Je voulais... bon, mon père, malheureusement, il était mort. Ma mère, on ne se connaissait pas, elle était très âgée. J'avais pas de petits frères, j'avais pas de petites sœurs. Quand les gens se mariaient, moi, je n'étais pas mariée. Quand les gens avaient des enfants, j'en avais pas. Donc, j'ai cherché à m'accrocher. Donc, j'ai cherché le sentiment d'appartenance que j'ai pas pu trouver. C'est-à-dire que même s'il y avait des propositions dans l'appartenance, c'était tout de suite pour dire que si tu veux faire partie, entre guillemets, c'est une manière de parler de notre famille, chez nous c'est comme ça que ça se fait, tu dois, tout de suite on me mettait dans des obligations, etc. Donc c'est-à-dire que les gens ont du mal à m'accepter tel que je suis avec mon histoire, quoi, parce que c'est pas une histoire commune. Donc quand je parle, c'est pas pour le commun des mortels. Moi, j'ai mes grandes sœurs qui aiment leur père, leur mère. Moi aussi, j'aime mon grand-père, parce que mon père, c'était mon grand-père. J'aime bien, on parle de la famille, elle me raconte des histoires. C'est-à-dire que c'est une histoire individuelle. Donc d'ailleurs, dans la quête identitaire, la troisième phase, c'est l'identité individuelle. Parce que chacun a son histoire. Mais quand on m'accepte sans m'accepter entièrement, c'est difficile. Hier, là où quand j'ai quitté Porto-Novo, je suis allée chez une amie de ma fille. J'ai un pagne toujours en coton. D'ailleurs, il y a des gens, des professeurs qui travaillent sur le tissu dans l'œuvre de Ken Bougoul. Parce que ma mère était teinturière. Et partout où je voyage, j'ai toujours un pagne en coton là. Il est fatigué, il est vieux, il est troué. Mais je dois le prendre parce que je ne peux pas dormir sans ce pagne. Donc c'est que j'ai besoin de mon pagne. Il y a des enfants, moi je rencontre parfois des enfants, des blancs, hein, les Français, des Noirs, tout ça là, surtout les petits blancs là. Ils ont des poupées, des peluches fatiguées. Parfois même j'en ai vu en Abidjan, il avait une espèce de tête d'oreiller, un oreiller. Et je dis à sa mère, son oreiller, il dit, on ne touche pas. C'est-à-dire l'oreiller et l'enfant dans l'avion, dans la maison. Donc j'ai cherché mais on ne m'a jamais accepté. Et hier, chez cette copine, je lave mon pagne en coton à l'eau, parce qu'il n'est jamais sale. Et la fille me dit, non maman, il fallait laisser, je vais vous laver ça. Je dis, non, c'est mon pagne. Il dit, mais on vous a donné une couverture. Je dis, oui, il y a la couverture, mais je veux mon pagne. Il me dit, oh maman, quand même. Une maman qui dort avec son pagne comme un bébé, là. Donc déjà, elle se permet. Je l'adore, Aïda, mais tout de suite, elle a dit qu'elle ne comprend pas ça. Donc, les gens ne m'acceptent pas avec ce que je suis. Donc, c'est pour ça que je dis, je préfère donc être dans cette identité individuelle, recréant en moi un univers, une famille, une maison familiale, etc. Je me bâtis des univers absolument fantastiques et moi je m'adapte aux autres, mais les autres ne s'adaptent pas à moi. C'est pour ça que je cherche désespérément l'appartenance. Désespérément, jusque dans Cacophonie, quand j'ai parlé tout à l'heure de ce livre écrit sur les acquis, parce que j'avais pensé trouver la famille. J'étais à l'aise, je me suis lâchée. Et c'est là que le canari sur lequel j'étais assise,
On a commencé à me pousser. Je me suis retrouvée sur le bord du Canari et en fait, on m'a donné un coup de pied, je suis tombée. C'est là que j'ai dit, il y a le dicton, si tu laisses ton propre canari pour aller sur le canari de l'autre, d'abord tu vas trouver l'autre assis dessus, ou alors l'autre ne te laissera pas de place. Donc dans cette dynamique que j'ai essayé d'expliquer ce rapport par rapport à l'appartenance, je le cherche désespérément, sans vouloir non plus la trouver, parce que j'aime pas trouver. Moi, j'aime toujours être dans la dynamique de recherche. Mais ça, dans nos traditions socio-culturelles, c'est aussi une forme d'initiation. Par exemple, dans le sud du Sénégal, en Casamance, quand on initie ou les jeunes filles ou les jeunes garçons, c'est-à-dire c'est une... On t'enlève ton appartenance. Tu étais dans une famille, tu sors de la famille. Là, on t'amène, ta famille ne le saura pas. Quand on t'amène, ils ne sont pas au courant. Ils te volent la nuit. Ils t'amènent dans la brousse casamançaise, là, dans des endroits mystiques et mystérieux, pour t'initier sans avoir eu ce rapport... quand tu as peur, oh maman viens j'ai peur, sans avoir ce rapport d'appeler au secours, de dire maman viens je peux pas y aller seul, ou oh, papa, c'est-à-dire te dénuder pour faire face à des peurs, à des etc., pour que l'individu aussi existe avant d'appartenir à une famille, ce qui dans notre configuration socio-culturelle traditionnel où le moi est haïssable. Le jeu, c'est condamné, où on reste dans le nous. Mais je dis le nous aussi parfois tue le jeu. Il faut aussi exister d'abord, ensuite s'approprier dans les besoins d'appartenance, de s'approprier la famille ou autre chose, autre source d'appartenance. Oui, merci. Colis demande la parole, mais on va revenir peut-être et permettre à d'autres personnes de poser. On va revenir, il n'y a pas de souci. Oui. C'est juste une phrase. C'est vraiment une phrase pour ma première question. Je disais, est-ce que la mauvaise enfance que vous avez eue est le prétexte de la belle vie romancière que vous avez eue actuellement? Je n'ai pas eu une mauvaise enfance. Oui. Pour moi, j'ai la personne comme telle. Moi, j'ai pas eu une mauvaise enfance du tout. J'ai pas eu une mauvaise enfance. J'ai souffert de la séparation d'avec ma mère. Mais, en même temps, j'ai pu combler les vides affectifs. D'abord, j'étais très curieuse. J'utilisais mes sens, en fait. Mes yeux, jusqu'à aujourd'hui, même avec l'âge, je ne vois pas bien. Là, il faut que j'aille clinique de la lumière, là, pour qu'on me regarde cet œil, parce qu'il m'avait opéré cet œil il y a une vingtaine d'années. J'utilise mes yeux, j'utilise mon nez, mes oreilles, ma bouche, je touche les gens, je les sens, je les respire. Donc je remplissais tous ces vides affectifs par d'abord les sens, l'utilisation des sens. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Parce que quand j'écris, je sens les choses, j'entends les sons. Et même un son d'une femme qui va au marché de Awangbo, j'entends le son comme ça, je le mets dans ce que j'étais en train d'écrire. Donc, j'ai pas eu une enfance malheureuse parce que j'allais à l'école, j'aimais apprendre, j'étais curieuse, j'apprenais bien, je lisais, je connaissais beaucoup de choses. J'avais une grande culture générale de lecture, de posotomie. Je peux vous dire le pourcentage de sodium, etc. D'ailleurs, hier, quelqu'un, quand je suis revenue de Porte-Novo, qui me dit maman, on t'achète posotomé? Ah non, c'était même à Porte-Novo chez Florent Kouazotti. J'ai dit non, je ne veux pas posotomé parce que son pourcentage de sodium c'est élevé et c'est pas bon pour la santé, pour quelqu'un qui a des problèmes de tension ou des trucs comme ça. Et la fille, je crois, chez Florent m'a dit vous voulez la FIFA? J'ai dit voilà. Qu'on m'achète FIFA.
parce que je connais la composition de FIFA, etc. Donc, quand on a tout ça dans la tête, quand on a lu, appris, observé, senti, touché, vécu l'obscurité, le froid, la pluie, la faim, rien ne me dérange. Donc moi j'ai trouvé ça que c'était formidable. Que de cette souffrance avec la séparation de la mère, ça m'a ouvert les portes de l'univers. Sinon j'aurais été une fille à maman, surtout en plus les Benjamines gâtés, tordus, là, là. Et donc j'ai trouvé que ça, tout à l'heure je le disais, que c'est un privilège. Et ça, malgré tous les contentieux que j'ai avec Dieu, je lui rends grâce pour ce privilège qu'il m'a accordé. Voilà, je propose, on va prendre un lot de 5 questions. 5 questions pour répondre au fur et à mesure. Et donc, prochain intervenant. Bonsoir tout le monde. Je suis... S'il vous plaît, parlez dans le micro. Ouais. Je suis Tistel Cephas, élève en première C au lycée des Princes. Ma préoccupation est la suivante. Le roman de l'autre côté du regard relate une grande histoire de votre vie. Est-ce une pure réalité ou vous y avez ajouté de la fiction? Une autre personne, oui. Ouais. Variation, aujourd'hui, c'est les femmes qui commencent. Ouais. Voilà, on est aux femmes. Hein. Merci, directeur. Si on n'intervient pas, c'est les hommes qui prennent la parole. Ouais, merci, directeur. Oui, bonsoir. Donc, professeur Monique Bléral de l'Université de Guyane. Donc, je suis ici de passage et c'est un honneur pour moi de vous rencontrer, chère madame, accompagnée donc de la critique littéraire du professeur Capot et de vous, monsieur le journaliste et madame. Voilà, comme je disais, donc vraiment un grand merci parce que de l'autre côté de l'Atlantique, on connaît Simone Warner-Vieira, on a entendu parler de Calix Beyala, de vous, mais on ne vous connaît pas suffisamment parce qu'on n'a pas vos ouvrages. Donc là, je vous découvre et j'espère que vous viendrez, que vous pourrez venir jusqu'à chez nous pour nous présenter vos œuvres, votre style. Alors là, je me permets, en vous écoutant, de vous rapprocher donc d'une grande écrivaine que nous avons chez nous, Madame Marie Scondé, que ma collègue Irène connaît aussi très bien puisque nous nous sommes rencontrés aux États-Unis lors de colloques, Irène d'Almeida. Donc je me permets de vous comparer à Madame Marie Scondé, qui est une écrivaine guadeloupéenne, qui est cosmopolite au niveau donc, de la thématique de son œuvre. Elle voyage à travers l'écriture et elle voyage aussi à travers les thématiques. Elle parle de l'Afrique, de l'Europe, des Antilles. Elle a même travaillé, elle a même produit une œuvre, Les Derniers Rois Mages, qui présente le roi Béanzin, avec donc toute la quête, l'histoire des royaumes ancestraux, des rois, des reines. Donc vous voyez, on est loin, mais on s'intéresse quand même à la terre de nos ancêtres. Alors, pourquoi en vous écoutant, je fais le rapprochement avec Marie Scondé, parce que comme vous, elle est une Benjamine. Son père avait 75 ans quand elle est née. Et sa mère, bon, elle l'a perdue aussi après. Et elle a été dans un sanatorium parce qu'elle n'a pas pu faire son deuil. Et dans son œuvre, on retrouve les personnages féminins, comme les vôtres, mais pas la mère. Et à la place de la mère, on trouve des marraines, parce que dans notre société, la marraine, l'Ada, a un rôle important et c'est elle qui élève les enfants. Encore un autre thème que je retrouve chez elle et dont vous avez parlé, c'est le bastion. Elle considère la famille comme un bastion. Et elle dit même qu'il faut abattre la famille parce qu'elle empêche donc, la liberté. Et à travers l'œuvre de Marie Scondé, il y a une écriture scripturale, audacieuse. Elle est vraiment comme... Elle refuse l'enfermement donc des thèmes, elle refuse l'enfermement idéologique, le féminisme, elle refuse l'enfermement scriptural et elle va même plus loin parce qu'elle met en place des personnages qui sont, excusez-moi, je ne sais pas si je choque ici, mais
elle met en place des personnages tels que des homosexuels, des prostituées, mais parce qu'à travers ces personnages, elle montre que ce sont des personnages qui sont seuls, qui sont dans la souffrance et qu'il faut comprendre. Et vous savez sans doute que nous, au niveau de la Guyane, Madame Toubira, elle est guyanaise comme moi-même, et c'est elle qui a lutté pour, contre le crime, l'esclavage, crime contre l'humanité, entre autres. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que je me permets de faire ce rapprochement avec Marie Scondé, et je voudrais quand même vous poser une question. Quelle est la place de l'oralité dans votre écriture? Parce que moi, je travaille sur la littérature orale, sur les traditions populaires, sur les personnages tels que Mami Wata, qu'on retrouve en Guyane sous le nom de Mamandilo, ou encore comme d'autres personnages ici, le lièvre que l'on va retrouver chez nous sous un autre nom, sous le nom donc de Compère Lapin, ou bien l'araignée Anansi, Anansé qu'on retrouve ici. Donc, quelle est la place de l'oralité dans votre œuvre? Et puis, j'avais aussi une autre question. Quel est votre rapport au niveau de l'écriture au corps? Parce que chez nos auteurs caribéens, surtout les femmes, parce qu'elles sont, comment dire, dans un combat. Parce que jusque-là, l'écriture ne leur était pas réservée. Elles étaient assignées à la maison à s'occuper des enfants et elles ont dû se battre depuis les années 70 pour pouvoir écrire, voyager, et dans leur écriture, il y a la place faite à l'amour en tant que thème, au désir, mais aussi à la maternité, la femme qui est enceinte, la femme qui est prostituée, qui ressent donc le désir dans son corps, dans sa chair, et il y a beaucoup de descriptions subversives, ou plutôt, ou entre guillemets, audacieuses dans leurs œuvres. Alors je voudrais savoir quel est votre rapport au corps dans vos œuvres, avec vos personnages, et la place de l'oralité. Je vous remercie. Merci, madame. Un autre intervenant? Ah oui, la professeure, oui. Oui, allez. Oui. La raison pour laquelle j'ai posé la question de Ken Bougoul, c'est que une interprétation en fait qui était la mienne, c'est que le choix de Ken Bougoul, l'enfant que nul ne veut, était, si vous voulez, un exercice par lequel non seulement l'enfant qui meurt renaît, mais l'écrivaine que vous êtes et qu'on voulait enlever à cause de tous les préjugés de religion, etc., renaît dans l'écriture. Donc je voudrais savoir si vous pensez que ça marche. Mais j'ai une autre question qui a à voir avec ce que vous disiez. Moi, je ne suis pas écrivain. Hein? Mais pas encore. Mais je trouve que, quelque part, c'est une réaction très féminine. Hein? Un homme qui a écrit une moitié de roman vous dira « moi, je suis écrivain ». Donc, je voudrais savoir si vous pensez que c'est une réaction féminine. Et cela m'amène à vous demander si vous êtes féministe, parce que là-bas aux États-Unis, on vous classe parmi les écrivaines féministes. Si vous êtes féministe, et si vous l'êtes, quelle serait votre définition du féminisme? Merci, professeur. Oui, on prend un dernier intervenant dans le lot des 5 questions en cours. Merci. Oui, merci. Les apprenants sont là. Vous pouvez prendre la parole. Hein? Oui, la parole, elle est libre. Hein? Oui, merci. Je m'appelle Raymond Adjomaï, étudiant en lettres modernes. Ken Bougoul, moi, ma question va directement sur votre film documentaire. J'ai suivi le film documentaire il y a de cela quelques années. Et dans le film, vous parliez d'un arbre qui devait mourir, mais qui a survécu grâce à, je pense, à un manguier. Je voulais savoir qu'est-ce que l'arbre symbolise pour vous? L'arbre voyageur. Oui, merci. Ok, merci. On va retourner la parole à Ken Bougoul. Beaucoup de questions, beaucoup d'apports, de suggestions. De l'autre côté du regard, la frontière entre la réalité et la fiction. Ouais. C'est toujours dans l'autofiction et qui, comme l'a dit le professeur Maounion Kakpo, qui clôt le cycle Baobab Fou, Cendre Braise, Riwan. Entre-temps, il y a eu cacophonie, mais il fallait que je revienne encore à ça pour écrire
ce livre-là. Et donc, c'est toujours de l'autofiction. Bon, les spécialistes parlent avant, par exemple, de mise en abîme. Ça, c'est les professeurs. Eux, ils sont dans les mises en abîme, là. Donc, même moi, c'est... récemment, quelqu'un a fait une étude sur mes œuvres et qui a dit, on parle toujours de l'œuvre autobiographique de Ken Bougoul. C'est parce que quand le Baobab Fou et les autres livres étaient sortis à l'époque, on ne parlait pas d'autofiction, alors qu'elle, elle faisait déjà de l'autofiction. Donc, de l'autre côté du regard rentre dans ce livre. Merci. Alors, on vous compare à Maryse Condé. En fait, je voulais dire à mon amie, c'est un honneur, Maryse, que je connais très très bien. J'étais en Guadeloupe chez elle et tout. Je l'ai connue quand elle était en Afrique, je l'ai connue au Sénégal, je l'ai connue à Paris, avant qu'elle ne s'installe en Guadeloupe. Donc c'est quelqu'un que je connais profondément, qui m'avait interviewé dès la sortie du Baobab Fou, parce que ce côté un peu... un art un peu révolté, un peu, etc. Et dans le Baobab Fou, le rapport au corps d'air vient dans le Baobab Fou, parce que quand je suis arrivée, comme j'ai dit, le premier rapport, quand je suis arrivée en Occident, c'était mon corps. C'est-à-dire ma tête, ce que je savais, la connaissance n'intéressait pas les gens, c'était le corps. Donc ce corps qu'il fallait toucher, le corps, vous me plaisez, les femmes, etc. Moi j'avais 23 ans, je ne me rendais même pas compte que je tuais partout où je passais, hein, parce que moi j'étais dans la tête, quoi. Moi je planais dans les trucs, je voulais discuter de connaissances, de culture générale, etc. Donc tout de suite ça a été, quelqu'un a écrit une communication là-dessus, le rapport au corps. Ensuite, non seulement donc de ce corps noir, jeune, belle, beau, ferme, qu'on désirait, qu'on voulait. Donc tout de suite, j'étais obligée de me baisser sur mon nombril, un peu de narcissisme pour prendre conscience de ce corps dont je n'avais pas du tout conscience. Moi, je pensais que tout se passait dans la tête. Et donc, en plus, dans le Baobab Fou, la prostitution, la drogue, vraiment tout ce qui représentait pour le politiquement correct, mais pour l'époque des mouvements hippies, de cette bourgeoisie d'où venaient les hippies, parce que c'est des gens d'ailleurs qui ont cassé les murs de la bourgeoisie, parce que ce sont des enfants de bourgeois qui ont créé le mouvement hippie. Donc déjà le corps était vraiment dans mon œuvre, jusque dans Cendre et Braise. Le corps, il joue encore un rôle très important, aussi bien sublimé que le corps dégradé, démantelé, le corps monstrueux même. Et il y a le professeur Tite Latro de l'université d'Abidjan qui a fait un travail qui va être édité, je ne sais pas si ça l'est, mais j'ai déjà la thèse sur Ken Bougoul et le corps, comment le démembrement du corps, pour le faire quitter ces normes esthétiques qui doivent plaire. C'est pour ça qu'on se casse la tête à nous tenir bien, à nous changer le truc, parce qu'on est tellement à respecter cette esthétique. Et là, moi, je le détruis, je le démembre le corps. Et tout ça dans toujours la perspective que j'avais de l'individu par rapport à la tête, à la culture, etc., à la connaissance, etc. Donc le corps représente, et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Le plus récent, c'est celui du professeur Tite Latro de l'université d'Abidjan. Vraiment, je suis pressée que le livre sorte, bien que j'ai toute la thèse qu'il m'avait envoyée quand j'étais en Suisse, là. Donc le corps joue un rôle, ainsi que les marginalisés, les prostituées, les drogués, les femmes dans la rue, parce que j'ai habité dans la rue. Donc moi, je suis une SDF et j'adore. Parfois même, je dis à ma fille au Sénégal, moi j'ai envie de sortir de la maison, moi je vais aller vivre dans la rue pendant 1 mois, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. C'était fantastique d'ailleurs. Et donc le corps
joue un rôle important. Maintenant, pour ce qui est de l'Amazonie, moi je suis déjà venue en Guyane et Madame Taubira, c'est une grande amie à moi. Tout récemment, elle était au Sénégal et c'est moi qui la présentais au public, qui lui posais les questions parce qu'elle avait une rencontre avec le grand public. Et je suis venue en Amazonie, je suis venue avec Florent Kouazotti. On a fait ce long voyage de Paris en Guyane, là, de 8 heures de vol. Florent est là et on était invités par Promo Livre. Et j'ai... Hein? Tshiseka Lobel et sa fille Marie, que j'aimais bien, mais dont j'aimais pas le petit copain qui le draguait à l'époque. Tu te rappelles ce... Vous voyez, malgré mon rejet de la famille, j'étais tellement possessive que c'est ma petite fille. Pourquoi ce vilain garçon-là, il n'est pas beau? Et Florent en rajoutait, hein, tu en rajoutais aussi. Et j'avais même fait une émission à la télévision avec Christiane Taubira, Franck Etienne, Raphaël Confiant. On était, mais il y a longtemps. Donc il faut que je revienne en Guyane. Hein? Il faut que je revienne en Amazonie, ça me plairait bien. Ah,